nous sommes partis pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a terminé avec les bases de Python, du langage Python. Et aujourd'hui, on va lancer avec les structures de données, proprement dit. Donc, avant de commencer, déjà, j'ai noté un petit warning. My placeholder for all prototype in my document start by underscore and each word are separated by underscore too. Donc, placeholder, c'est le mot que j'ai cherché dans la dernière vidéo. Ce sont les emplacements qu'on met dans les bouts de code ou sur. Enfin, que vous allez souvent voir ça dans les bouts de code comme endroit où vous devez vous-même définir un nom ou vous devez remplacer par ce que vous-même vous voulez. Par exemple, si je reviens sur Python, si je reviens sur là où on était à propos de Python, c'est ici. Il y avait par exemple la fonction delete pour ce premier variable. Vous voyez, j'ai écrit variable avec underscore au début. C'est pour dire que c'est vous qui définissez la variable que vous voulez. Par exemple, c'est print value 1, value 2. C'est vous qui définissez la valeur que vous voulez. Ça peut être soit une variable, soit une valeur littérale. Donc 2, 3, 4, 3,8, etc. Donc c'est un petit point à souligner avant de continuer avec notre avec les data structures. Donc on avait parlé de ce que c'était. On avait dit c'est grosso modo c'est un regroupement de plusieurs données, d'accord, qui peuvent être de même type ou non, qui ont une certaine structure et qui facilite donc qui facilite les opérations d'accès ou d'écriture, d'accord. Quand on dit accès, ça veut dire quand vous récupérez une donnée, il y a des méthodes pour les récupérer parce qu'ils sont bien rangés, ils sont structurés. Chacun a peut-être son étiquette, d'accord. La donnée a son étiquette, ils sont bien rangés. On peut faire plusieurs opérations, on peut les trier, on peut faire beaucoup de choses. Donc on va voir tout ça. High level programming languages offer several kinds of data structures. Donc les langages de programmation de haut niveau offrent beaucoup de structures de données, d'accord. Ils ont beaucoup de structures de données qui sont assez élevées pardon, parce que les structures de données, il faut savoir que ça a toute une histoire, d'accord. Ça a commencé avec ce qu'on appelle les linked lists. C'est ce dont on va parler là tout de suite. Les linked lists, après ça a évolué, il y a eu les arbres binaires, ainsi de suite. Il y a eu des structures plus évoluées. Dans les langages plus évolués, ont des structures de données assez, il peut dire assez évoluées, d'accord, par rapport aux autres langages. Python is not different. Ok. Donc, il y a beaucoup de types de structures de données. Il y a les records, on appelle ça encore tuple. Il y a les array, donc tableau, list. Il y a une petite différence entre array et list, mais on ne verra pas la différence ici. D'accord. On verra ça quand on sera sur le C, parce que le C va plus approfondir encore certains points par rapport à les structures de données. On a les maps, graph, ok, et beaucoup d'autres. Donc, on va seulement se concentrer ici, surtout sur records. Comme j'ai dit, on va appeler ça surtout tuples, parce qu'en Python, c'est tuples. D'accord. Les listes, d'accord, les listes et dictionnaires. Dictionaries. Donc, tuples, c'est un ensemble de données de même type ou non qui sont accessibles par un index. D'accord. Quand on veut peut-être la donnée numéro 1, c'est avec 0, numéro 2, c'est avec 1, numéro 3. Donc, chaque donnée a son index. Les listes aussi, c'est pareil, sauf que ils sont mutables, ça veut dire on peut changer les données qui sont à l'intérieur. Donc, la donnée qui est dans l'emplacement 0 là,
on peut mettre une autre donnée à l'intérieur. Ce qui est l'emplacement 1, on peut aussi changer ce qui est à l'intérieur. Or, on ne peut pas faire ça dans les records ou les tuples. D'accord. Et les dictionaries, c'est aussi une collection de données, mais dont chaque donnée sont une paire de clés valeurs. Donc, au lieu d'avoir les indices là, 0, 1, 2, 3, 4, ils sont toujours là. Hein. Mais maintenant, vous pouvez plutôt récupérer ces données à partir d'une clé. Donc, c'est vous qui définissez la clé. Par exemple, on peut avoir le nom d'une personne. Alex, la clé va être name par exemple, et la donnée va être Alex, d'accord. Et la donnée peut changer, la clé généralement reste la même, d'accord. Donc, on peut appeler dans les dictionnaires une donnée, on peut les appeler soit par la clé, soit par l'indice. Linked list. Donc, déjà, tout ce dont je vais parler du numéro 1 au numéro 5, c'est du numéro 6, c'est d'accord. On va approfondir ça quand nous serons dans le langage C. Parce que ça fait intervenir beaucoup de choses comme les pointeurs et que dans Python, il n'y a pas la notion de pointeur dans Python, d'accord. Donc, c'est cette partie-ci, je vais approfondir ça dans le C. Donc, c'est pour des raisons certaines raisons d'approfondissement, d'accord. Le Python ici ne sera pas très utile pour expliquer vraiment ces types de données qui sont les plus basiques dont je parlais tout à l'heure. Donc, linked list, on dit c'est un ensemble de nœuds, d'accord, où chaque nœud est lié au nœud suivant. Donc, vous avez un nœud en fait, on va dire, c'est comme il contient une donnée, d'accord. On peut dire en gros, c'est une variable qui contient une donnée, mais qui peut pointer vers une autre donnée, d'accord. Donc, il pointe vers le suivant, et le suivant aussi pointe vers le suivant, ainsi de suite. Donc, je crois que j'ai un graphique là que je vais vous montrer. Là, les screenshots. Beaucoup de screenshots ici. Je crois que ça commence quelque part là. Donc, voici un exemple de linked list. D'accord. Donc, vous voyez données 1, données 2, données 3, données 4. D'accord, ça c'est données. En fait, ça, généralement, on crée une cellule en tant qu'objet. Parce que les objets peuvent avoir plusieurs paramètres. Vous allez voir que le paramètre qui est de ce côté, donné, quand on a donné 1 ici, c'est un paramètre qui garde la donnée. Et ceci va représenter un autre paramètre qui va garder l'adresse de la donnée suivante, d'accord. Parce que c'est ça qui permet en fait de pointer vers la donnée suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc vous voyez là, les flèches là, c'est pointeur suivant, d'accord. Pointeur suivant, pointeur nul, c'est le dernier pointeur, il ne pointe vers rien. Et les cellules, c'est ce qui contient les données, d'accord. Et voilà, on a la cellule tête, d'accord, la cellule de la tête. Donc on va pas approfondir ça. Ça sera pour le langage C. Stack, donc stack aussi. Stack, c'est la pile, on appelle ça la pile en français. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un système de LIFO, last in, first out. Donc, LIFO operations in stack. Donc, ici, c'est un exemple un peu de comment la pile fonctionne. D'abord, il est vide, et puis on met les données à l'intérieur. 1, 2, 3. Maintenant, quand on veut retirer, c'est le dernier à entrer qui sort en premier, d'accord. Comme le 3 c'était le dernier, c'est le premier qui sort là. Donc là on a l'opération de putsch, d'accord. Et quand on veut sortir une donnée, on a l'opération de pop. Donc on va revenir un peu dessus. Il y a quelques petits exemples à la suite. Q c'est la queue, d'accord. En français on dit fil d'attente. Donc comment ça fonctionne ici, c'est plutôt FIFO, d'accord, first in first out. Donc le premier à entrer et le premier à sortir, c'est comme dans un rang.
Et que vous faites un rang peut-être pour acheter des glaces. C'est le premier qui est devant le vendeur de glace qui est servi et puis il part, d'accord? Il s'en va. Et le suivant, lui aussi, il est servi et puis il s'en va. Donc, c'est ça le système de queue, d'accord? Euh, Concrètement, par exemple, le leaf aussi, c'est utilisé souvent pour le redo and undo. Donc, dans beaucoup de logiciels, vous allez voir que vous pouvez rentrer en arrière. Donc, vous avez fait des actions peut-être sur Word et puis vous avez écrit un truc qui n'est pas bon. Au lieu d'effacer, vous faites juste un CTRL Z sur le raccourci pour rentrer en arrière. C'est ça qu'on appelle redo. Donc, c'est grâce à la pile qu'on peut faire cette opération. Puisque la pile garde chaque action que vous faites. Chaque action que vous faites. Si vous voulez rentrer en arrière dans l'action précédente, vous cliquez sur la petite flèche qui rentre en arrière là. Et ce que ça fait, c'est que ça récupère, ça retire en fait la dernière action que vous avez fait, d'accord. Et ça récupère, vous avez dans l'état précédent, d'accord. Pour les fils, un exemple concret, là ça me vient pas en tête là maintenant, mais il y a des cas pratiques de cela, d'accord. On reviendra sur le C comme je disais. Et donc, il y a recursion. D'accord, le point sur recursion, c'est juste pour expliquer ici que la pile, on avait expliqué la dernière fois dans Python que la récursion c'était quand on appelle une fonction et elle s'appelle elle-même autant de fois jusqu'à résoudre un problème euh, qui est généralement comme une boucle parce que en réalité c'est une boucle, d'accord. C'est le fait qu'une fonction s'appelle elle-même. Et lorsque la fonction s'appelle elle-même, d'accord, l'état, j'avais expliqué ça bien, parce que l'état précédent, d'accord, avec il y a plusieurs appels, quand ça arrive à la fin, l'appel précédent, tous les appels là sont stockés dans la pile au fur et à mesure, d'accord. Et toutes leurs données sont stockées, leurs paramètres, l'adresse de l'appel même, d'accord. Tout ça, il y a beaucoup de données qui sont gardées dans la pile. Et tant que la pile n'est pas entièrement vide, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas remonté tout, on ne fait rien d'autre, d'accord. C'est ce que ça explique ici. Donc, vous voyez que la pile, en fait, a aussi l'utilité dans l'appel des fonctions, dans la récursion. Binary tree. Ici, on a les finite binary tree. Ici, il y a des explications. Je n'ai pas tout noté parce que c'est une partie que je vais mieux fournir quand j'aurai fini avec ma préparation par rapport au C. Donc, mais en gros, j'avais montré une image par rapport au binary tree. Voilà. Dans ma première vidéo sur cette playlist, j'avais montré cette image-ci. Vous avez, ça c'est un arbre, hein. Vous avez le root avec le nœud parent. Et puis vous avez les nœuds enfants. Généralement, celui de gauche est plus petit que celui de droite. D'accord. Ainsi de suite. Vous avez que B. Après, ici, comme on a C, au prochain niveau, on a d'abord D, puis on a E de ce côté. Ici, de ce côté, on aura donc G et on aura F, ainsi de suite. Donc, j'avais expliqué la largeur de l'arbre, enfin la hauteur de l'arbre ici, les nœuds feuilles, d'accord. Donc, on reviendra sur ça dans le C. Je vais mieux expliquer ça en profondeur dans le C. On a un autre exemple ici, d'accord, avec les chiffres. On peut annoter les cellules, les nœuds avec par la numérotation, par les chiffres. Donc, on aura la même chose, hein. Le nœud de gauche est toujours plus petit que le nœud de droite, ainsi de suite. Donc, après, on a 3, 4, comme ça, 5, 6, ainsi de suite. D'accord. D'accord. Donc là, c'est tout pour les exemples graphiques par rapport aux arbres. Donc on reviendra sur ça. On a aussi les graphes, d'accord. Les graphes, c'est par exemple, voilà un exemple. On dit edges. Donc ça, ce sont les liaisons entre les données, d'accord. Donc une donnée peut être liée à autant de données qu'elle veut. Mais ici, on a une structure un peu particulière, d'accord. On a une structure en triangle ici, on a une structure en rectangle là-bas, une structure. Dans les graphes, en fait, ça peut être comme une toile d'araignée. Un nœud peut être lié à n'importe quel nombre de nœuds. D'accord. C'est pas comme avec les arbres, parce que les arbres ont une structure
bien définie. D'accord, c'est deux enfants et l'enfant de gauche est toujours plus petit que l'enfant de droite, mais ici, un nœud peut être lié à n'importe quel autre nœud. D'accord. Là, c'est la différence. Donc, vous avez par exemple ici là un truc un peu plus fourni, d'accord, plus vaste. Ça peut un peu faire passer au réseau internet, d'accord, le réseau mondial. Par exemple, du rouge si ça peut être aux États-Unis, vert si ça peut être en Europe, d'accord. Donc, vous avez des nœuds ici interconnectés, ça représente peut-être des ordinateurs, des téléphones, ça forme un réseau ici. Et puis, il y a il y a un réseau, bon, je pense que par exemple ceci est lié au noir, d'accord. Là, ça s'expand vers un autre, on peut dire un autre continent ou un autre pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les graphes, en fait, servent beaucoup à faire ce genre de choses. Internet, par exemple, est structuré de cette façon. La géolocalisation, des GPS, d'accord. L'intelligence artificielle aussi. Donc, je pense que je n'ai pas d'exemple plus fourni. Donc, je vais aller sur Firefox, taper GPS Data Structures. Non, GPF. Ok, GPS Graph. D'accord. Vous voyez, il y a les routes là, il y a les chemins, il y a les bâtiments comme ça. Dans chaque point ici là, ça représente par exemple, comment je vais dire, ça représente une antenne parce il y a des points d'émission, d'accord, un peu partout comme ça, qui ont permis de tracer les routes, d'accord, de tracer les routes et tout et tout. Donc, c'est un exemple de cas d'utilisation des, des structures de données en tant que graphe. Donc, on va continuer avec les tuples. Les tuples contiennent un ensemble de données, encore plusieurs données ou une donnée de type différent ou pas, d'accord. On a un petit exemple ici de t égale à 2, 3, 4. Un autre ici là avec différentes données et les parenthèses parce que les tuples en réalité se font avec les parenthèses, mais vous pouvez faire sans parenthèses. Donc, on va tester rapidement ici. On va mettre interpréteur. Le mode d'interaction, d'accord. Donc, je peux écrire, ça c'est une tuple, d'accord. Quand écrit comme ça, c'est une donnée de type tuple. 2,3,4. Je peux faire avec différents types de données. Je mets Alex. Je mets aussi 3,5 par exemple. Bon, j'ai pas fermé la côte là pour Alex ici. Je sais pas si vous voyez bien là. La côte pour Alex, je n'avais pas fermé. D'accord. Donc vous pouvez faire avec le même type de données ou pas. Ensuite, on parle de quoi ici? On dit que vous pouvez aussi la former avec une donnée. Dès que ça a la virgule, d'accord, c'est considéré comme un tuple. Mais s'il n'y a pas la virgule, c'est pas un tuple, d'accord. Donc, parce que les parenthèses en réalité peuvent être aussi utilisées pour faire des calculs. Si vous avez peut-être 5 plus 3 fois 2 par exemple, si vous voulez mettre l'accent sur l'addition, c'est-à-dire que si vous voulez que l'addition soit prioritaire, vous utilisez les parenthèses. Donc dans les calculs comme ça, mathématiques, les parenthèses sont aussi utilisées. Donc du coup, si vous faites un calcul simple et que Python ne voit pas de virgule, d'accord, qui sépare des données, il ne va pas considérer que c'est un tuple. Donc par exemple, il peut avoir 5 virgules comme ça. D'accord, si j'utilise la fonction type pour voir le type, je fais 5 virgules comme ça me dit, bon, c'est une classe int. Ça dit classe int comme ça, parce que ça fait en fait une conversion automatique, d'accord. Mais en réalité, c'est aussi considéré,
ça peut être considéré comme un tuple. D'accord, parce que il y a des opérations qui pourront se faire dessus. Bon, mais on va pas s'attarder sur ça. S'il y a une donnée déjà, vous considérez que c'est pas un tuple, d'accord. C'est à partir de deux données qu'on a un tuple. Maintenant, pour accéder à un élément dans une liste, donc si je fais un tuple, il appelle la variable t, donc il sera un type tuple. Il va prendre un Alex et 3,5. Si je veux accéder à Alex, d'accord, je fais T dans les accolades, d'accord, dans les crochets, je mets l'indice. Donc, sachant que l'indice commence par 0, donc celui-ci c'est 0, là on a 1 et là on a 2. Donc l'indice 1, ça va être, c'est le deuxième élément, c'est Alex, d'accord. L'indice 0, c'est le premier et c'est 1. Donc, on a le wireless operator, point égal, pour faire l'assignation dans... l'assignation, comme je dit, c'est pour mettre une donnée dans une variable. Mais quand vous êtes dans une condition, vous ne pouvez pas faire d'assignation. Et cet opérateur donc permet de le faire. Je crois que j'ai un screenshot aussi là pour expliquer rapidement. Je crois que j'ai pas screenshoté. Bon. J'avais un exemple concret là. Je crois que j'ai pas screenshoté. Bon, c'est pas grave. On va faire juste un petit exemple comme ça pour illustrer. Par exemple, si je fais if une variable que j'appelle juste var, si je mets égal à, je veux que ça soit un booléen, d'accord, parce que c'est une condition si, donc il faut que il y ait une condition ici, mais je fais une assignation dans le if, ce qui n'est pas permis, d'accord. On va voir que ça va donner une erreur. Donc je dis peut-être 10 supérieur à 12, d'accord, ça va donner donc false. Et du coup, voilà, ça veut dire que ceci est pas, c'est une syntaxe invalide, d'accord. Si vous voyez que ça me dit directement que, est-ce que vous auriez voulu mettre l'égalité, parce que si c'était l'égalité, ça n'aurait pas dérangé, parce que vous pouvez comparer, vous pouvez faire égalité et puis supérieur, ça ne dérange pas. Ils disent que aussi, peut-être vous vouliez mettre deux points égales, donc c'est l'opérateur dont je parlais, wireless operator, d'accord. Donc au lieu de mettre égal, il faut deux points égal, deux points égal, voilà. Là ça passe, et puis on fait l'indentation parce qu'on a dans un bloc de code, comme j'ai expliqué, tous les structures qui ont le deux points qui initialisent un bloc de code, d'accord. Il faut l'indentation. Donc je vais mettre un petit message. Donc c'est censé ne rien afficher parce que la condition est fausse, d'accord. Condition, je mets quoi? Je mets juste un OK, d'accord. Là je valide, voilà, j'ai validé, ça m'a rien affiché. Si maintenant je change la condition, je mets inférieur, et que là c'est vrai, il dit que ça prend toujours un OK, d'accord. Voilà, ça m'affiche, ça m'a retourné mon OK, juste ici. Voilà. Donc, et maintenant, si je peux vérifier que le contenu de variable, c'est true, d'accord. Parce que j'ai fait l'assignation directement, l'assignation de ma variable va directement dans le if, d'accord. Mais si j'utilisais un égal simple pour faire l'assignation, ça n'allait pas donner parce que là, c'est uniquement dans la condition qu'on fait ce genre d'assignation. La longueur d'un tuple, c'est avec la fonction len. On avait la variable t qui était notre tuple, d'accord. Donc il est de taille 3 parce que à l'intérieur on avait les trois données ici, d'accord. C'est tout. La black tuple, donc
Lorsque vous voulez mettre un label à... Les labels, c'est un peu comme les étiquettes pour chaque donnée. Euh, un label, lorsque vous voulez mettre un label, vous utilisez la fonction named tuple, d'accord? Donc chaque donnée aura son label, c'est-à-dire que lorsque vous voulez récupérer par exemple Alex, il y aura son label name, d'accord? Donc on va tester ça. Donc du coup, le prototype pour utiliser ce genre de fonction, c'est construction variable. Donc la variable, comme j'ai dit, ça c'est un placeholder. Vous mettez ce que vous voulez ici. Comme donc vous définissez une variable, le nom que vous voulez, constructeur variable. Ça va prendre collections.named tuple, d'accord. Et puis tuple title, parce que votre tuple aura maintenant un titre. Le titre, c'est un peu comme, c'est toujours comme une identité du tuple, d'accord. C'est une nouvelle identité. Et vous avez tous les labels que vous voulez ici. D'accord, label 1, 2, 3. On va prendre un exemple concret là tout à l'heure. Et puis maintenant, ça c'était juste le constructeur, d'accord. C'est lui qui permet de construire un nouveau type qui va en fait créer ce qu'on appelle une paire de clés valeurs, d'accord. Mais dans le quand on va venir, quand on va arriver sur le dictionnaire, vous allez voir que c'est quelque chose qui est déjà fait, d'accord. Mais on va quand même tester ça. Donc, je vais utiliser point. J'appelle une variable point parce que je veux que ça soit un constructeur qui permet de construire un point. D'accord, j'utilise donc la fonction collections.named tuple. Donc je dois même d'abord importer collections, que c'est la library, la bibliothèque qui permet d'utiliser cette fonction. D'accord, c'est pour ça qu'on fait collections.named tuple. Donc en premier lieu, on fait d'abord import de collections. D'accord, et là j'ai ma variable point qui est mon constructeur. Donc en fait c'est un nouveau type de données que je crée comme ça. D'accord. Quand on va parler de la programmation orientée objet, vous allez mieux comprendre ce concept. Collection.name tuple. D'accord. Et là, je mets dans le titre du tuple, enfin le titre du nouveau type de données que je veux avoir. D'accord. En fait c'est ça. Donc j'appelle ça point 2D, d'accord, par exemple, parce que je vais mettre X et Y comme label. D'accord. Donc j'ai mon constructeur. Maintenant il me faut ma variable, le tuple en soi, d'accord. J'appelle une variable, j'appelle ça my tuple, d'accord. My tuple. Maintenant le constructeur va m'aider à construire un nouveau type, on peut dire. Donc on aura le nom du constructeur là qui sera point, d'accord, et puis les valeurs que je veux, d'accord. Donc j'utilise point et puis je mets mes valeurs. Je vais mettre par exemple 2 et je mets 2 et 3 par exemple. Et il faut savoir que comme j'ai défini une structure ici, d'accord, je dois la respecter. Ici là il y a juste deux, c'est juste séparé par des espaces, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les virgules, d'accord. Et c'est deux labels, donc il doit y avoir aussi deux valeurs, d'accord. Autant de fois qu'il y a de labels dans cette donnée-ci, c'est une donnée string, d'accord, comme cette donnée aussi est string. Donc autant de données qu'il y a dans ce string, d'accord, qui sont séparées par des espaces, autant il y a aussi des valeurs, d'accord. Donc vous devez respecter ça. C'est pour ça que ici je me limite à deux données. Parce que c'est un point en fait. Donc x, y, c'est logique. Là, je valide. Maintenant, pour voir le résultat, je peux simplement faire. Je peux d'abord afficher le tuple. Je fais seulement un print du tuple comme ça. Bon, ça m'affiche juste classe tuple. D'accord, si je veux voir
m'a donné. Ah oui, j'ai utilisé, j'ai pas bien fait ça. Le nom de ma variable c'est plutôt mytuple, d'accord. Voilà, ça affiche le constructeur, le nom du constructeur là, de ma nouvelle structure, d'accord. Point 2D. Et puis on a les sommes de paires, la paire de clés valeurs. Là, la clé ici c'est X et la valeur c'est 2, ici c'est Y, c'est 3. D'accord, parce que j'ai créé un tuple à partir d'une structure que j'ai créée moi-même, d'accord, que j'ai appelé point. Et le titre le titre qui va attribuer à ma variable mytuple, ça sera point2d. Donc, maintenant si je veux accéder uniquement à X, je fais seulement c'est mytuple, d'accord, mytuple.x. Voilà, ça me donne 2. Je fais mytuple.y et ça me donne 3, d'accord. Ça peut être un peu complexe comme ça, mais c'est pas vraiment compliqué. D'accord, avec l'exercice, c'est pas compliqué. Array list, d'accord. Les listes sont des tableaux aussi, d'accord. Sauf que la différence maintenant, c'est que dans les langages évolués, ce qu'on appelle liste, il y a des méthodes, des fonctions qu'on peut appliquer sur ces listes. Or, les tableaux, dans les langages moins évolués, comme le C, le Java, qui est un peu moins évolué, les arrays, d'abord on appelle ça array. Les arrays n'ont pas, il n'y a pas de fonctions qui sont appliquées sur ces tableaux. Bon, il y en a, mais il faut que l'array soit modifié dans un autre type encore plus évolué. D'accord, mais l'array en soi n'a pas de fonction qui s'applique à elle. D'accord. Or, la liste en a. D'accord. Donc, une liste, on dit que c'est une séquence de données. C'est une séquence mutable. Donc, on peut modifier les valeurs à l'intérieur. Voilà. D'où la différence avec les tuples. Donc, ici, là, les données sont entre crochets et pas entre parenthèses. Donc, on va faire un exemple. Liste, par exemple, on a je mets encore Alex et je mets 4,1. Voilà, comme ça. D'accord. Vous pouvez avoir aussi une liste vide. Hein. Vous savez que je déclare une liste, j'appelle ça liste 2 et je crée ça vide. You can have a list inside a list. Donc vous pouvez maintenant mixer aussi. Donc je vais utiliser ma liste 2. Je vais dire à l'intérieur je mets un tuple encore qui a une chaîne qui est AB dedans. Et il y a 2 encore. À l'intérieur je peux aussi mettre toujours une liste, d'accord, qui aura 1 et 3,5, d'accord. Fermer ici, comme ça. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement ok, il n'y a aucun problème. D'accord, liste 2. Donc, vous voyez que ça, le parent, c'est une liste. À l'intérieur, on compte un tuple et une autre liste qui est à l'intérieur. D'accord. Donc, si je veux accéder peut-être à la première donnée de la liste qui est à l'intérieur, je vais simplement faire liste de 1 parce que la liste ici c'est la deuxième donnée, d'accord. 1 comme ça et un autre crochet je mets 0 parce que je veux la première valeur qui sera 1, d'accord, ça m'affiche 1. Et si je veux afficher le ABC, ça veut dire que c'est première donnée de ma liste et première donnée aussi du tuple de cette donnée là. Voilà, donc ça va donner quoi? Liste de première donnée c'est 0 et AB est à la position 0, d'accord, position 0. Voilà, fiche AB. Donc vous pouvez mixer ça comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un tuple qui contient des tuples et ou des listes et enfin vous pouvez mixer ça comme ça comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez faire. List concatenation,
Voilà, vous pouvez concaténer une liste. On a vu que la concaténation avec le print, ça veut dire qu'on mettait une donnée, virgule, une autre donnée. Ça collait les données là, les unes après les autres en séparant par la virgule. Et quand c'est avec plus, ça colle juste sans séparer. Maintenant, avec les listes, quand vous faites la concaténation, c'est juste toutes les données qui sont dans la liste sont jointes avec toutes les données qui sont dans une autre liste. Donc, c'est simple, ça colle juste. Donc, ce que je peux faire, je vais faire liste plus liste de. Voilà. Donc, ça m'a créé une liste finale, d'accord, qui contient les éléments qu'on avait dans la première liste. 1, Alex, c'est 4,1. Et ceux de la deuxième liste qui était un tuple d'abord. Un tuple qui est à l'intérieur A, B et 2. Et l'autre élément qui avait 1 et 3,5. D'accord. Donc, c'est assez simple à comprendre. You can multiply value inside a list. Donc, vous pouvez multiplier les valeurs à l'intérieur. Je peux faire liste fois 3. Donc ça multiplie juste toutes les données qui sont à l'intérieur fois 3. Donc ça crée une nouvelle liste qui compte toutes ces données là multipliées par 3. Donc on avait 1 Alex 4,1. On a encore 1 Alex 4,1. On a encore 1. Voilà, maintenant, on peut initialiser une liste avec des zéros. Parce que souvent c'est utile d'avoir une liste déjà qui a un certain nombre de données déjà dedans avec des zéros. C'est l'initialisation quoi. Donc, comme c'est dit là-bas en haut, je peux faire juste une liste. Donc ça veut dire que je vais créer une autre liste. Je vais appeler ça liste 3. La liste 3 va prendre la donnée 0 et je fais fois 100 comme dans l'exemple. Donc si j'affiche, si je veux, voilà. Donc on a 100 données à l'intérieur qui ont la valeur 0. Access to elements. Donc j'ai déjà eu à expliquer ça. Quand vous voulez accéder à un élément, vous voulez accéder avec son index, d'accord. Si les éléments qui sont dans cette liste sont aussi des listes ou des tuples, vous allez seulement ajouter encore comme ça. Donc vous allez mettre l'index de la valeur qui est dans cette valeur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme ce que j'ai fait ici, la première valeur est aussi un tuple. Ça veut dire que chaque donnée à l'intérieur aussi a son indice, d'accord. Donc là on a par exemple, si je veux préciser, on aura index of tuple. Ici je peux mettre index of data, d'accord. Donc si la liste contient aussi des listes, c'est-à-dire que si vous voulez accéder à par exemple à une donnée qui est dans la donnée là, qui est un tuple, d'accord, qui est aussi dans cette liste. Donc je crois que vous comprenez où je vais en venir. Donc le jeu c'est que quoi, si une donnée contient des données, vous ajoutez seulement encore les crochets pour spécifier encore quel emplacement vous voulez dans la donnée. Si elle-même aussi contient des listes, vous spécifiez encore ainsi de suite jusqu'à obtenir la donnée que vous voulez. Donc c'est un peu ça le jeu. Donc je vais revenir, voilà, ici. Longueur d'une liste, je crois qu'on a déjà eu à tester ça. Bon, longueur, on avait fait ça avec tuple, mais c'est pareil avec les listes. On peut faire len ma donnée liste. Voilà, c'est le 3. D'accord. On peut faire len de liste 3. C'est 100 parce que ce qu'on avait déclaré ici, on avait fait 0 fois 100. La taille de cette liste c'est 100, donc il contient 100 données qui sont 0. Modification of elements. Donc, et dans cette partie, on a les listes. On parle des listes en fait ici en tant que structure de données basique dans les stack queue qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Donc stack, on dit qu'ici on peut ajouter ou retirer une valeur. Donc la fonction push en Python, on fait plutôt point append value. Et quand on veut retirer une valeur, on fait pop et c'est toujours point pop. D'accord. Quand on veut retirer une valeur de la liste, on fait pop. Ça retourne la valeur qui est au-dessus. D'accord.
comme j'avais affiché ici, la valeur qui est au-dessus là. Quand ça retire ça, ça te retourne la valeur là. Donc tu peux la récupérer dans une variable ou bien l'utiliser dans un calcul, d'accord, comme tu veux, mais ça te redonne cette valeur. Comme j'ai expliqué, le return, ça fait un return en fait de cette valeur là. Et on peut vérifier si c'est vide. Donc dans certains langages, on a une fonction qui vérifie si la liste est vide, d'accord. On est ici. Il y a des fonctions qui vérifient si la liste est vide, mais en Python, il n'y en a pas. Donc si vous voulez vérifier que la liste est vide, vous allez juste faire un if et voir, pour voir si la liste est égale à 0, d'accord. Comme ça, égalité, c'est tout. Vous allez faire comme ça. D'accord. Vous vérifiez et puis vous faites les instructions que vous devez faire à partir de cette information. Donc, quand on dit liste, on utilise une liste en tant que stack. Parce que la liste en soi, c'est ni une stack ni une queue. D'accord. Parce qu'on va voir aussi pour le queue. Quand on veut l'utiliser en tant que stack, on l'utilise d'une certaine façon. Donc, on va l'utiliser avec append. Append, c'est pour ajouter, comme j'ai dit, pour mettre une valeur, pour putsch. Comme sur cette image, quand on ajoute là, on ajoute. Ce putsch là, c'est plutôt .append en Python. D'accord. Donc, on va tester ça. Je vais créer. Bon, je vais utiliser la liste 3. Hein. Liste 3. Je vais la vider. D'accord, je mets rien dedans. Et puis, je fais liste 3.append. Par exemple, Patricia, comme ça. Et ajoute une donnée Patricia à l'intérieur. Donc, si j'affiche, ça me met Patricia. Je fais liste 3.append. J'ajoute la valeur 3. Je fais liste 3. Ça m'affiche Patricia et 3, d'accord. Je vais encore ajouter une dernière valeur. .append. On va ajouter un complexe hein, pour un peu diversifier. D'accord, je fais liste 3. Ça m'affiche Patricia 3 et mon complexe. Donc, ça c'est pour append. Maintenant, quand on veut retirer, ça retire la dernière valeur qui a été ajoutée. Parce que ça respecte ce principe. Et il faut bien respecter la syntaxe. C'est le nom de la liste .pop. Et il n'y a rien dans les parenthèses. D'accord. Il y a ici dessus parce qu'il y aura une différence après. Quand on veut utiliser en tant que stack, bien sûr, en tant que pile. Donc, on veut respecter ce fonctionnement-ci. Donc, je fais liste 3.pop comme ça, parenthèse. D'accord, ça là, ça me dit que ça, comme j'ai dit, ça retourne la valeur que vous venez de retirer. Et la dernière valeur qu'on avait mis, c'était justement ceci. Et si on vérifie, on voit qu'il reste seulement les deux premières valeurs. Il faut encore liste 3.pop comme ça. J'ai oublié les parenthèses. D'accord. Et ça a retiré 3 parce que voilà, ça me redonne ça. Et comme j'ai dit, vous pouvez mettre ça dans une variable. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire ceci plutôt. A égale à liste 3.pop. Donc j'ai une variable que j'ai appelée A qui va récupérer la valeur que pop là va retourner. D'accord. Je vérifie d'abord l'état de la liste. Maintenant c'est vide parce que j'ai retiré la dernière valeur. Je vérifie maintenant l'état de A. Je vois c'est Patricia, d'accord, parce que j'ai récupéré cette valeur dans une variable. Vous auriez pu utiliser ça peut-être pour faire aussi un calcul directement sans stocker dans une variable, d'accord. Donc là c'est pour l'utilisation en tant que stack. Et comme il a dit, pour vérifier si la stack est vide, vous faites juste comme ça. Donc on va vérifier si liste 3 est égale à 0. Pardon, j'avais mal expliqué, c'est longueur de la liste plutôt, d'accord. Égal à 0, ça ne veut rien dire parce qu'une liste, la liste en soi déjà c'est un objet, c'est pas comment je vais expliquer. C'est plus tard que vous allez bien comprendre ça. C'est un objet, vous ne pouvez pas demander si c'est égal à 0. Simplement comme ça, d'accord. Sauf dans certains cas. Mais là, on va utiliser la fonction len liste 3 parce que ça va redonner la longueur. Comme il n'y a rien à l'intérieur, ça veut dire que la liste est vide. D'accord, donc ouais, comme ça. Et donc comme c'est vide, ça va m'afficher yes. Voilà, simplement comme ça. Voilà, ça m'affiche yes. Maintenant si j'ajoute un élément encore à l'intérieur, donc je fais point append. Je mets quoi par exemple, je vais mettre il va à l'intérieur. D'accord, je vais ajouter une valeur. Si je check, je vois qu'il y a bien la valeur là. Maintenant je refais encore mon if de tout à l'heure.
D'accord. Et avec, bon, je peux juste remonter, je fais mon print yes. Voilà, ça m'affiche plus. D'accord, parce que la liste n'est plus vide. Donc c'est de cette façon qu'on fait pour... on utilise cette technique pour vérifier si la liste est vide. Parce qu'il n'y a pas de fonction. Par exemple, parce qu'il y a une fonction souvent que vous allez voir isEmpty comme ça. Parenthèse, d'accord. Vous faites dans certains langages, vous pouvez faire ça list.isEmpty, d'accord. Ça vous renvoie true false, mais comme il n'y a pas, c'est de cette façon. Maintenant pour les queues, c'est toujours pareil, hein, pour ajouter, on fait toujours point à peine. Maintenant pour retirer, on va mettre le paramètre 0 dans les parenthèses après le pop, d'accord. Pour que ça retire en fait la première valeur qui a été ajoutée et non la dernière valeur, parce que ici on retire derrière la valeur, parce que la logique du stack dit que quand on retire une valeur, on retire la dernière entrée, celle qui est au-dessus, d'accord, celle qui est, parce que c'est une pile, celle qui est au-dessus, ça qu'on retire d'abord, ainsi de suite. Mais dans la file, le premier à entrer, c'est le premier à sortir. Donc si vous voulez utiliser une liste en tant que queue, en tant que file, d'accord, quand on dit file, c'est file d'attente, vous faites pop avec le paramètre 0. Donc je vais ajouter encore des valeurs à l'intérieur, hein. Je mets 3 et j'ajoute aussi un complexe aussi comme tout à l'heure, 3J. Donc je check d'abord, voilà, il y a Ivan 3 et 1 plus 3J. Maintenant si je fais, tout à l'heure on avait fait le pop, ça avait retirer la dernière parce qu'on était dans la logique du stack, d'accord, on était dans la logique de la pile, d'accord, cette logique-ci. Maintenant, on veut la logique de la file d'attente, de la file, d'accord, queue. Donc, on va voir que in queue, comme nous avons mis ici, généralement dans certains langages, vous avez la fonction in queue qui veut dire enfiler. Donc, dans la pile, on enfile quelque chose dans la pile et dit queue pour retirer dans la pile. Donc, in queue est équivalent encore à output ici. Comme main valeur, c'est équivalent à output in queue. Maintenant, sauf que la différence, c'est que ici, on a dit queue aussi, qui retire plutôt le premier à être entré, d'accord, alors que ici là le pop retire le dernier à être entré, d'accord. D'où le last in first out et ici first in first out. Donc ici je vais utiliser dans list 3.pop 0. Donc quand on met le 0 comme ça veut dire qu'on fait, on ne fait pas un pop, en fait en réalité on fait un DQ, d'accord, quand on met le paramètre 0 là. Donc ça a retiré Ivan, vous voyez, ça me retourne Ivan parce que ça a retiré la première valeur à être entrée. Donc ici on check voilà, il reste 3 et 1 3J, 1 plus 3J. Donc vous pouvez aussi vérifier si c'est vide de la même façon qu'on a fait pour l'autre. D'accord, vous faites juste ce if comme ça, longueur de la liste, si c'est égal à 0, d'accord. C'est pour vérifier si c'est vide. We can remove an element with the function del list index. Donc on peut aussi retirer un élément avec à partir de l'index. Donc si je veux retirer le 1 plus 3J ici de ma liste, je vais faire list 3. Non pardon, je vais utiliser la fonction del. Donc il y a delete. Donc delete list 3. Faites attention, si vous mettez juste liste 3, ça supprime toute la liste. D'accord. Ça supprime ma variable liste 3. Donc là ce que je vais faire c'est liste 3 et l'indice 1 parce que on a dit que les éléments commencent par 0, d'accord. Le 3 que vous voyez ici c'est l'indice 0 et là c'est l'indice 1. Donc si je vais retirer mon complexe là, voilà, j'ai retiré. Si je check, on va qu'il reste 3, d'accord. Donc c'est aussi une manière, vous pouvez aussi faire de cette manière, mais si vous voulez utiliser vraiment en tant que stack, vous respectez ces conditions ici. En tant que queue, ou file en français, vous respectez cette manière de faire ici. Donc vous voyez que en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction, n'importe comment, d'accord. C'est pas très efficace. C'est pour ça qu'il a dit que je vais mieux vous expliquer ça quand on sera en C, d'accord. Les stack et les queues aussi, parce que c'est dans le C qu'on peut bien en créer de la bonne façon et voir comment tout ça fonctionne de la meilleure façon. On peut tester si un élément est dans une liste avec le mot clé in, d'accord.
ou not in. Donc, vérifier si une donnée est dans une liste ou si une donnée n'est pas dans une liste. Donc, je crois que j'ai ma liste, ma première liste. Voilà, je vais l'utiliser pour... Donc déjà, je peux supprimer ma liste 3. D'accord. Voilà, ça n'existe plus. Maintenant, ce que je fais, c'est... On voulait vérifier si un élément est dans une liste. Donc, là, on a par exemple Alex. Si je fais... bon, j'écris juste Alex comme ça. In list. Ça me dit true parce que Alex existe bien. Si j'oublie, peut-être j'écris mal Alex, j'écris ALE. In list. Ça me dit false, ça n'existe pas. C'est une donnée... c'est une chaîne de caractères qui n'existe pas. D'accord. La chaîne qui existe, c'est Alex. Si je vérifie pour 4,1, 4.1 in list, ça me dit true parce que c'est ça qu'on a ici. 4,1. Pareil pour 1 parce que c'est dans la liste. Maintenant, si je dis not peut-être, je dis one not in list, ça me dit false parce que c'est dans la liste. Je suis en train de demander si ce n'est pas dans la liste, mais là c'est dans la liste. D'accord. Maintenant on peut aussi utiliser ça dans les conditions. C'est-à-dire que if one in list, ça je dis print ok. Voilà, ça m'a envoyé mon ok parce que 1 est bien dans la liste. Donc on peut utiliser ça dans les conditions. On peut aussi utiliser ça dans les boucles. Donc c'est pour ça que souvent on fait for i in. D'accord, for i in. Quand on utilise i in comme ça là, on dit in list. D'accord. Ça veut dire pour chaque valeur qui est dans la liste. D'accord. Donc ça vérifie, enfin, le ici va prendre la valeur de chaque donnée dans la liste et puis on peut juste afficher, on peut faire print i, donc on affiche le i là. Donc le i là en fait va prendre chaque valeur de la liste et puis il va l'afficher à l'écran. Voilà, vous voyez ça affiche 1 et puis Alex et puis 4,1. Donc la directive i, on peut aussi l'utiliser dans les boucles comme ça, les boucles for. Maintenant, on peut aussi faire quelque chose d'autre. On peut dire for i not in list. Voilà. Là, ça me dit syntaxe invalide parce qu'on utilise uniquement le in et non not in quand c'est dans les boucles. Donc, c'était juste pour voir que c'est pas possible. Other operations. On peut vider une liste, d'accord. Donc, je crois que j'ai ma liste 2. Ensuite, je check. Voilà, ma liste 2, je vais vider la liste avec la fonction clear. Je fais liste 2.clear. Faut pas oublier les parenthèses, c'est une fonction. D'accord, maintenant si je check ma liste 2, c'est vide. D'accord, j'ai vidé ma liste. On peut faire sort. Le sort fonction, en fait, c'est pour mettre en ordre. Maintenant, si je fais la sort par exemple de ma liste, donc je check d'abord liste, voici mes données. Si je fais list.sort, c'est pour trier. Ça me dit ça ne supporte pas les strings et int. Donc ça, en fait ça dit que ça, le mélange des données là ça perturbe le fait de pouvoir ordonner tout ça. Donc dans la liste je vais mettre des nouvelles données mais de même type, d'accord. Donc je mets par exemple 3, ensuite je mets 2, ensuite je mets 5, ensuite je mets 4, d'accord. Là c'est pas un ordre. Donc l'ordre qu'on va avoir à la fin c'est 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc si je check, voici ce que j'ai. Maintenant je fais list.sort comme ça. Maintenant je check encore. Ça m'a arrangé ma liste, d'accord. Donc les sorts en fait c'est. On va prendre il y aura des vidéos après sur ça, comment coder ça, les différentes techniques de tri. Je sais plus trop si c'est ici en Python qu'on le fera ou bien si c'est dans le C. Dans tous les cas, on le verra. Parce que c'est très important. Parfois, vous avez des tri personnalisés que vous voulez faire. Vous serez obligé de créer donc vos propres sort functions, vos propres fonctions pour trier. Donc, c'est une partie très importante aussi dans les structures de données. Mais donc, pour les sorts, je crois que c'est tout.
on trie les données qui sont pareilles, d'accord. Donc si je fais, par exemple, je vais changer les données, je mets uniquement les strings. Je vais mettre Patricia. Ensuite, je mets Alexia. Alex et Yvan. Donc, je vais mettre Yvan. Je crois que Yvan, le I vient avant le P, d'accord. Donc, et puis, on a Alex comme ça. Donc, ce qu'on va avoir à la fin, c'est quoi? Alex, Yvan, Patricia. Est-ce que ça va remettre un autre? Bon, je check d'abord. Voici ce que j'ai. Je fais list maintenant point sort pour que ça trie. Et quand je affiche, voilà, là ça m'a arrangé par ordre alphabétique. Donc, le sort fonctionne uniquement quand on a les données de même type. Ici, on avait les types integer, ici, on a les types string. Et c'est pareil pour les types avec les virgules, d'accord, avec les floats. D'accord, donc vous pouvez tester de votre côté si vous avez Python. Je passe à la suite. On peut copier une liste, list.compile. Là, c'est pour copier une liste. Comment dire? Parce qu'on a souvent besoin d'avoir les données originales d'une liste, de les conserver avant de faire des modifications sur cette liste. Comme tout à l'heure ici, on a fait un sort. D'accord. Par exemple, peut-être on avait besoin de garder d'abord ceci. Oh, là, on l'a perdu, cet autre. D'accord. Bon, en fait, nous sommes plutôt sur les strings. Disons que, voilà, nous sommes ici. On avait besoin peut-être de conserver cet autre. Parce qu'on voulait peut-être avoir cette donnée initiale là, quelque part pour faire, je sais pas, un traitement particulier. Mais on l'a déjà tout chamboulé, on a arrangé, on a mis un autre. Et on peut plus facilement revenir en arrière, d'accord. Parce que si on n'a pas par exemple cette information, c'est difficile de revenir en arrière. Surtout si c'est beaucoup de données, d'accord. C'est une grande, si c'est une liste vaste. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on copie. Donc, ce que je vais faire, je vais rechanger encore. Je remets mes données que j'avais ici en haut. 3, 2, 5, 4 ici. Je colle ça en bas. Voilà. Je check. Et puis, ce que je vais faire, avant de trier, je vais copier ça dans ma liste 2. Donc on fait list.compile comme ça. Donc la syntaxe c'est ça, la liste qui va stocker l'état initial de la liste qu'on veut modifier. Parce qu'on veut modifier, liste. D'accord. Donc on fait un list compile qui va en fait copier le contenu de la liste qui est 3, 2, 5, 4 et la mettre dans liste 2. Parce qu'on ne peut pas faire liste 2 égale liste comme ça. Vous allez comprendre après. Je ne vais pas venir dessus parce que vous allez comprendre après. Je vais expliquer. Quand on fait comme ça, en fait, ça crée juste un lien entre les deux. Parce que les listes, tout ça sont les objets. Et les objets, quand tu dis un objet égale à un autre objet, quand on fait ce genre d'assignation, c'est juste que on prend l'identifiant de cette liste, d'accord, la mémoire de cette liste et on la donne à la liste 2. Donc ce qui va faire que chaque fois qu'on modifie liste 1, on va modifier aussi liste 2. D'accord. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment que liste 2 soit différente de liste 1. On veut juste prendre uniquement les données qui sont dans la liste pour les avoir dans la liste 2. D'accord. Mais on va revenir aussi sur ça. Vous allez comprendre pourquoi on fait plutôt point compile comme ça. D'accord. Et si on fait liste 2, je check. Voilà, on a les mêmes valeurs. Donc du coup, si je trie, je fais list.sort. Là, ma liste est maintenant 2, 3, 4, 5. Oh, liste 2, j'ai conservé l'état de départ qui est 3, 2, 5, 4. D'accord. Donc, ce qu'on fait généralement, more and accessing and slicing. Donc, pour accéder aussi des données dans une liste, on peut utiliser les index négatifs. Donc, j'ai un screenshot ici. Voilà. Donc, vous avez les index qui partent de 0 jusqu'à la dernière valeur. Donc, ici, par exemple, 8, qui est la 9e valeur. Maintenant, cette 9e valeur-là aussi, quand on parle dans le sens inverse, d'accord, la dernière valeur, c'est moins 1. D'accord, l'index moins 1. Et en descendant, ça veut dire que la valeur qui est avant, qui vient avant elle, c'est moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite. Voilà, comme ça.
Donc quand vous allez dans le sens inverse, il n'y a plus de 0, c'est moins 1 et on part en arrière. Enfin, il n'y a plus de 0, d'accord. Donc la dernière valeur, c'est la première valeur dans le sens négatif, d'accord. Moins 1. Parce que 0, c'est déjà la première valeur. Et quand on fait moins, en fait, quand on fait moins, on part en arrière comme ça, mais il y a maintenant un système qui fait en sorte qu'on revient ici, à la dernière, d'accord. Ça fait comme si ça croquait, la tête croquait la queue, d'accord. Ça fait une boucle comme ça. Donc, on quitte de 0, on part à moins 1, d'accord. Et moins 1, là, c'est la dernière valeur de la liste. Donc, comme exemple, ici, on avait notre liste. On a 2, 3, 4, 5. Donc, liste d'index 0, c'est 2, d'accord, c'est la première valeur. Et là, si je veux liste moins 1, ça sera 5, d'accord. Comme j'ai expliqué, on revient en arrière comme ça. La liste moins 2, c'est 4, d'accord. Donc, vous pouvez utiliser, c'est souvent utile pour certaines choses. Quand vous voulez peut-être parcourir une liste dans le sens inverse, vous pouvez utiliser les index négatifs. C'est souvent utile. Donc, quand il dit parcourir, il veut dire utiliser une boucle for, quoi. Donc, vous pouvez dire for telle valeur avec les index négatifs pour que ça parte dans le sens inverse. On peut aussi faire, là c'était pour accessing, d'accord, pour accéder. Maintenant slice c'est pour récupérer juste une partie de la liste, d'accord. Donc je vais agrandir d'abord ma liste, hein. Je vais mettre je fais juste un point à peine, d'accord, pour ajouter les valeurs à l'intérieur. Je mets Alex, je mets Patricia, je mets Yvan ici. D'accord, donc si je check aussi tout ce que j'ai maintenant, 2, 3, 4, 5, Alex, Patricia, Yvan. Maintenant, si je veux juste faire retirer une partie, une portion dans ma liste de 4 à Patricia, j'aurai de l'index, ça c'est l'index 2, d'accord. La troisième valeur c'est l'index 2. De l'index 2 à l'index 3, 4, 5. Donc, de l'index 2 à l'index 5. D'accord. Maintenant, la petite nuance, c'est on va pas mettre 5, on va mettre 6. Parce que, comme j'avais expliqué, je crois que c'était pour le range, la fonction range. La fonction range avait, si je cherche rapidement, d'accord. Donc, j'avais expliqué, en fait, en gros, je vais expliquer ici, que quand on fait la boucle for i in range comme ça, ça crée un tableau peut-être de 0 à 10. Ça veut dire que on va parcourir la boucle. Le ici, comme j'ai dit, c'est un curseur, ça va prendre 0, 1, 2, 3 jusqu'à ça va prendre la valeur 9, ça va pas prendre la valeur 10. Donc le 10 est exclu. Donc en gros, la plage c'est 0, quand je mets ça c'est inclus, et 10 est exclu. Donc en gros, on fait de 0 à 9, d'accord. Mais c'est mieux de mettre comme ça parce qu'il y a les cas un peu d'exception qui justifient le fait qu'on écrit plutôt comme ça que d'écrire comme ça, d'accord. Il y a certains cas, on verra ça peut-être dans le C. Donc c'était pour expliquer que même dans les indices, le slicing, d'accord, quand on veut récupérer une portion dans une liste, la dernière valeur qu'on veut récupérer, il faut qu'on fasse plus 1, d'accord, parce que en réalité, le nombre qu'on met comme dernier indice, il est considéré comme exclu. Donc, comme j'ai dit, si on veut de 4 à Patricia, ça veut dire qu'on a l'indice 2 à l'indice 6, d'accord. Indice 6. Donc, je vais écrire liste comme ça. Indice 2, c'est 2 points, d'accord. Ça, on ne sait pas par 2 points. Indice 6. Voilà, on a de 4 à Patricia, on a retiré une portion de la liste. Donc ça vaut pour n'importe quel tout ce que vous voulez faire. Si je dépasse la taille du tableau de la liste, je mets 10. Ça dépasse la taille. Ça va pas déranger. Bon, je vérifie à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord.
on s'arrête à l'index 6. Oh, j'ai mis l'index 10. C'est encore soit le problème. Ça prend juste toute la liste. Mais si je fais liste, je veux récupérer l'index, la valeur qui est à l'index 10 qui n'existe pas. Là, il y a une erreur, d'accord. Donc, c'est une nuance. Quand on veut récupérer une portion de liste comme ça, même si on fait des erreurs ici, là, de dépassement d'indice, ça ne cause pas de souci. Mais quand on veut récupérer une seule valeur, ça cause un souci, d'accord. Donc, il faut faire attention. Et maintenant, aussi, je vais préciser, vous pouvez faire 2 points, 2 points et rien après, comme ça. Quand vous mettez rien après, c'est pour dire que vous partez jusqu'à la fin, d'accord. Ça m'a pris de 4 jusqu'à le dernier élément. Donc, au paquet, j'ai pas précisé en fait le dernier élément. Vous pouvez faire pareil en mettant 2 points d'abord et puis 3. Avec vous commencez du premier et vous arrêtez à l'indice 3. Donc, l'indice 3, c'est donc on commence du premier qui est 2, 3, 4, d'accord. L'indice 3 c'est ceci qui est exclu, d'accord. Donc on parle de 0 à 3 si c'est exclu. Donc c'est la nuance. Maintenant vous pouvez faire la même chose pour tous les autres slicing que je vois qu'il y a ici. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus dans la vidéo suivante parce que je crois que j'ai pas eu à bien vérifier comment le slicing ici fonctionne. Mais normalement, je crois que ça c'est pour le pas ici. C'est pour le pas. Donc, dans tous les cas, dans la prochaine vidéo, je vais revenir dessus. D'accord, ça c'est un petit souci. Et on peut aussi faire les listes dans l'ordre inverse. Ça veut dire qu'on veut aller peut-être de moins, disons de moins 2, d'accord. Comme c'est dans l'ordre inverse, on commence d'abord par là où on veut s'arrêter. Donc je veux de moins 2, ça veut dire que je veux d'ici Patricia et je veux jusqu'à moins 4, d'accord. Donc jusqu'à moins peut-être 5, d'accord. Donc on va s'arrêter ici. Donc on aura jusqu'à 5, d'accord. Donc moins 2, il n'y a pas vu. C'est comme ça, moins 5. Ah oui, je dois commencer plutôt par moins 5. Parce qu'en fait, on commence par celui, c'est dans ce sens. On commence comme ça. On commence ici. Donc, comme ici, c'est le plus petit, moins 5. Et puis, on termine à moins 2. Donc c'est moins 5, comme ça, à moins 2. Voilà. Donc, on a de, comme j'ai dit, bon, c'est allé à 4. Ah oui, c'est 0, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ceci qui est exclu. Donc, de 4 à Patrice, à Alex plutôt. Donc, j'avais mal compté. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention avec les. Il faut faire attention avec les indices souvent. Variables, object and values. Bon, cette partie me gêne un peu parce que les objets, normalement, je dois parler ça bien plus tard dans le C++. Ça veut dire qu'après avoir fait le C même. Bon, on va juste parler de ça comme ça. Hein, donc, en Python, en fait, tout est objet, d'accord. Même les types comme le int, float, là, ils sont aussi des objets. Et je vais vous montrer un graphe. Donc, voici par exemple deux variables qu'on appelle ici A, ici B. Il y a maintenant ce qu'on appelle une instance. L'instance, c'est un peu comme une porte d'entrée. On peut dire que c'est une porte qui lit, enfin, qui pointe vers une valeur, d'accord. L'instance là permet de pointer vers une valeur. Donc, la valeur là est stockée en mémoire. Donc, ça, c'est la mémoire, ce qu'il y a dans la mémoire. Ça, c'est l'instance qui a pour nom A, d'accord. Ça, c'est la variable qui a pour nom B. Ça, c'est l'instance et qui pointe vers cette autre donnée ici. D'accord. Et donc, maintenant, du coup, chaque variable a son ID. Donc, l'ID, en fait, c'est l'adresse mémoire. L'adresse de la mémoire. J'ai pas vérifié si c'est formaté parce que ça peut être formaté dans. Ça peut être dans un autre format, d'accord. Quand il dit autre format, ça veut dire ils ont peut-être converti ça d'une autre façon,
Voilà. Donc je suis pas vraiment absolument sûr que c'est vraiment la valeur de l'adresse mémoire en même. D'accord. On verra la différence quand on sera dans le C. On va vérifier ça. Pour le moment, c'est pas important. Il faut juste retenir que chaque objet, chaque variable a son ID. Donc, on utilise la fonction ID comme ça. Ensuite, je fais ID de liste. Parce que liste, ma variable liste c'est aussi une variable. Hein. Tout ce que vous créez comme variable là, que ce soit des listes, tuple, tout ça sont aussi des variables, d'accord. Mais des variables par exemple, une liste c'est une variable de type liste, d'accord. Une variable qui contient un tuple, c'est une variable de type tuple, d'accord. Donc si je vérifie l'ID de liste, ça me donne son ID. Je peux créer une variable simple comme ça qui a 2, je vérifie son ID aussi. Voilà, ça me donne son ID. Je peux créer une autre variable B qui stocke 3. Je vois son ID. Voilà, ça me donne un autre truc. Donc, vous voyez que l'ID ici est plus long. Ça y a forcément une raison, peut-être pas que c'est une liste. Donc, en gros, je sais pas vraiment, mais on va s'en tenir à ça. Pour déterminer si deux objets sont pareils. Donc, ici, il faut faire attention parce que quand on parle des objets, déjà, c'est plus comme dans les langages un peu plus bas niveau. Ou quand tu dis peut-être variable 1 égale à variable 2 comme ça. Donc tu as la variable 1 égale à variable 2. Ça fait juste l'assignation de la valeur qui est à l'intérieur ici pour mettre dans la variable 1. Oh, dans les objets, ça va pas être comme ça que ça va se passer. D'accord. Donc de toute façon, on va revenir sur ça. Donc pour vérifier que c'est pareil, on fait juste var1 is var2. Donc j'avais ma liste, j'ai d'abord liste qui est ça, je crois que j'ai liste 2, voilà qui est ça, qui est plus court et qui n'est pas trié par rapport à la donnée ici. Donc si je dis liste 1 is liste 2, ah il n'y a pas liste 1, c'est liste, c'est liste, je dis liste is liste 2. Voilà, ça me dit faux parce que c'est pas la même, ça ne pointe pas vers la même donnée parce que j'ai expliqué ici. On a une variable qui pointe vers une donnée, on a une variable qui pointe vers une donnée. Et on va voir maintenant l'autre cas. D'accord. On saute pas les étapes. Et pour déterminer si deux objets sont équivalents, donc deux variables sont équivalents. Quand on dit maintenant équivalent, c'est juste pour vérifier ce qui est à l'intérieur de la donnée, d'accord. Donc on a liste qui est ceci et liste 2 qui est ceci. Vous voyez que c'est les mêmes valeurs, mais quand il fait list is, list to, ça me dit false, d'accord. Mais si maintenant je fais une assignation, donc je crois que c'est le prochain point ici, make the variable point the same memory location, d'accord. Dans le cas si quand on fait var2 égale à var1, d'accord, et quand on va vérifier si c'est pareil, ça sera maintenant true. Parce que ici on a le cas où c'est false, d'accord. List is list to, ça donne false. Donc si je dis list equal list to, d'accord, et que donc disons plutôt list to equal list, ce que ça fait c'est que la référence de liste, d'accord, la référence de liste, son ID, ça va être maintenant le même ID que list 2, d'accord. Si vous voyez bien, c'est le même ID. Ce que j'aurais dû faire, revenons d'abord au début. Donc on a d'abord liste. On va supposer qu'on crée une liste comme ça, 2, 3, 4. D'accord. Donc là, on n'aura plus le même ID. Encore, on n'a plus le même ID. Là, ça finit par 2. Par 992. Maintenant, dans liste 2, je vais mettre autre chose. D'accord. Je vais mettre 5, 6, 7 et 8. D'accord. Donc, si on vérifie aussi son ID de liste 2, voilà, on a autre chose. Ça finit par 3, 1, 2. Ici, ça finit par 9, 9, 2. Maintenant, quand je vérifie si liste est aussi liste 2, liste is list 2, ça dit false. Bon, là, c'est carrément normal. Il n'y a aucun rapport. Mais là où je voulais en venir, c'est maintenant quand on fait ce mécanisme-ci, d'accord, l'assignation-ci, ça ne va pas juste prendre la valeur qui est dans la liste et mettre là, non. Ce que ça fait, c'est que ça prend la référence de ceci et ça donne la liste 2.
Donc ça va donner l'ID de liste à liste 2. Donc l'ID de liste 1 là, c'est ceci, ça finit par 992, d'accord. Et liste 2, c'était ça, ça finit par 312. Vous allez voir que ça va changer, ça va devenir celui de liste. Parce qu'il a dit que liste 2 prend la référence de liste, d'accord. Parce que avec avec les objets plus évolués, comme j'ai dit, qui n'est ni int, ni float, ni string, que là on est dans les listes. Et c'est pareil pour les tuples parce que c'est un peu plus haut. D'accord, on a tuple list, dictionary qu'on va aussi voir. D'accord, avec ça, l'assignation, ce n'est plus pareil. Ça change. D'accord, ça devient question de pointer, afin de partager l'ID, si je peux dire comme ça, d'accord. De pointer vers la même mémoire, la même valeur, la même adresse. Donc ça c'est représenté. Ça, c'est représenté par donne-moi l'ID de liste, d'accord. Donc dans le graphe ici, ça c'est le prochain graphe. Quand je fais, on avait deux listes, d'accord. On considère que ça c'était une liste, ça c'est une liste. Maintenant ce que j'ai fait, c'est que l'égalité que j'ai fait là, c'est plutôt que j'ai fait pointer le B6 vers la même mémoire que A. Donc c'est pour ça que ça, la donnée, on suppose que ça avait sa donnée ici, d'accord. Ça a changé de direction, c'est venu pointer vers la même mémoire que le AC, d'accord. Donc c'est ce que ça fait. Si je valide, vous allez voir que le ID de liste 2 aura changé, d'accord. C'est maintenant 992, d'accord. Oh, ici là, quand on avait fait ID liste 2, on avait plutôt 312, d'accord. Donc c'est le 9 et le 992 ici, c'est la même adresse que liste, d'accord. Donc dorénavant ils ont la même adresse parce qu'ils pointent en fait vers la même adresse, d'accord. Donc quand on va parler d'approximation orientée objet, vous allez mieux comprendre encore ce concept. Donc d'accord, ça c'est ce que je vérifiais. Maintenant pour l'égalité, si on vérifie c'est égal, est-ce que c'est égal à liste 2, ça dit vrai, bon parce qu'ils ont la même valeur. Donc sequences, on a tuples, list, strings, otherwise collections, sequences. Dans quand on dit que ce sont des séquences, d'accord, ça veut dire que ils sont, comment on dit, ordered collection, ils sont ordonnés. Ça veut dire que vous pouvez utiliser une boucle for, d'accord, pour vous pouvez utiliser une boucle for pour parcourir toutes les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc for i in range, voilà. Donc je vais juste expliquer pour le string, on va juste faire pour le string. C'est juste pour dire que vous pouvez appliquer le for sur eux, d'accord. Mais il y a les structures les autres structures que vous ne pouvez pas faire ça, qui ne sont pas séquentielles, voilà. Ça le mot séquentiel, d'accord. For, donc pas range, for i in list, bon, in, je vais mettre une chaîne de caractères quelconque, d'accord. Donc ça que ça dit, les tuples, les listes et les strings. Parce que string aussi c'est on peut dire que c'est aussi une liste, d'accord. C'est aussi une liste on peut dire c'est un peu comme une liste, même comme c'est un type string, c'est comme une liste, d'accord. Donc c'est séquentiel, on peut le parcourir. Donc je vais dire print i. Donc je dis quoi, for, pour chaque i dans Alex, donc pour chaque caractère dans Alex, affiche-moi ce caractère là, i, d'accord. Ça va afficher d'abord A, puis L, et puis E, et puis X. Donc ça vaut pour les listes, hein. Si je fais for i in list, d'accord, on a même déjà à faire ça tout à l'heure, je pense bien. Voilà, ça affiche 1, puis 2, puis 3, puis 4. Maintenant on a la zip sequence. Donc c'est une fonction qui permet de parcourir deux séquences en même temps. Ça veut dire concrètement, on a liste ici qui est 1, 2, 3, 4. Je crois qu'on a liste 2. Bon, liste 2 c'est pareil. Donc je vais changer liste 2. Je mets 5, 6, 7 et 8. Donc du coup, quand on dit parcourir en même temps, donc ça parcourt de manière parallèle. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc on dit for i in zip
liste et liste 2. D'accord. Donc la fonction zip prend deux paramètres qui sont les deux listes. Ça peut être 3 même ou 4. Donc on va la tester avec 2. Je vais dire print i. Donc ce que ça fait c'est quoi? C'est que pour chaque donnée qui est dans liste et liste 2, ça regarde la première valeur c'est quoi? C'est 1. La première valeur ici c'est 5. Ça associe les deux et ça crée une liste. Donc, vous allez voir que ça va afficher. Deuxième valeur c'est quoi? 2. Ici deuxième c'est 6. Ça crée une liste avec ça. Donc chaque donnée de même indice sont liées pour créer une nouvelle liste. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, comme je disais, ça a pris 1 ici. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'indice 1 des deux côtés? C'est 1 ici et ici c'est 5. C'est ça, ça va créer une nouvelle liste. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a à l'indice 1? C'est 2 ici, ici c'est 6. Ça va créer une nouvelle liste, ainsi de suite. Donc zip en fait, comme j'ai expliqué, ça permet d'avoir une séquence parallèle, d'accord. Donc on prend pour chaque indice, d'accord, chaque indice, on associe tous ces mêmes indices là pour créer une liste. Maintenant, si une liste est plus courte, donc je vais changer la liste, je vais mettre seulement 5, 6 et 7, je m'arrête à 7. La liste qui est plus courte, en fait, le zip, ce que ça va faire là, la séquence parallèle que ça va faire, ça va s'arrêter au plus court. Donc comme ici liste 2 est plus court, vous allez voir. Je fais for i in zip list. Je vais même seulement rappeler l'autre. Encore print i. Ok. Vous voyez que ça s'est arrêté à la troisième valeur parce que ceci est plus court. C'est lui, il s'arrête à la troisième valeur. Donc du coup on s'arrête ici. Donc le liste là qui part jusqu'à 4, il n'apparaît pas. D'accord. On a pris le 1 pour la première séquence, le 2 pour la première, le 3 pour la troisième. Mais pour 4, il n'y a pas parce que ceci est plus court. Dans la fonction zip, d'accord, la séquence parallèle s'arrête à celui qui est plus court. Donc, comprehension on list. Ok, la comprehension c'est une façon de créer une liste, mais avec cette syntaxe. Donc en fait c'est une liste qui est créée à partir de comme vous voyez ici une expression, encore une expression, encore une fois j'ai eu à expliquer. Donc vous savez, ça me gêne un peu d'avancer et sans expliquer certaines choses, sachant que j'ai déjà expliqué, que j'aime toujours expliquer de manière profonde ce que je fais. Enfin bref. Donc ici on a 2 i qui est l'expression for i in range 1 à 1000. Donc on a l'expression, d'accord, comme ça. On a iteration variable, d'accord, c'est lui, c'est i. Généralement on appelle toujours ça i, iteration, d'accord. Vous pouvez appeler ça var ou ce que vous voulez, mais par convention c'est i. Donc iteration variable in iterable. Donc iterable c'est comment je dis, c'est le tableau, d'accord, le tableau de données ou bien la liste. Ça peut être une liste, ça peut être un tuple, ça peut être, en fait c'est un ensemble de données, d'accord, un ensemble itérable, d'accord. Donc quand on dit itérable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sequence, qui est séquentiel, d'accord. Donc ça c'est la syntaxe pour créer une liste. Donc ce que ça fait, ça crée une liste pour des données de 1 à 1000. Donc ça va faire fois 2 à chaque fois pour chaque donnée qui est à l'intérieur. Donc on aura 2, 4, 6, non 3, 8, 6, 2, 4, 6, 8, etc. 10. Donc on va tester ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc si j'affiche ma liste, voilà. C'est beaucoup, hein. Bon, je vais créer ça moi-même. Liste. Donc là, on fait comme ça. On met d'abord l'expression. Donc, qui est 2 fois i, d'accord. For i in range. Donc, je vais mettre un truc plus court. Je vais mettre de 1 à 2. Parce que 1000 là, c'était beaucoup. Non, de 1 à 10, pardon.
j'affiche liste, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, voilà, ça va multiplier par 2 chaque valeur ici, vu que ça va aller de 1 à 9 en fait, pas à 10 parce que je vous ai dit pourquoi. Donc, on a, au lieu d'avoir 1 jusqu'à 9, on a plutôt 2, 4, 6, 8. Donc, ça va multiplier chaque valeur de ce tableau que ça nous donne ici par 2. Parce que l'expression dit fait cette opération avant de créer la liste. D'accord? 1, 2, 3, 4 jusqu'à. Donc, c'est une technique très utile pour créer des listes assez rapidement, dynamiquement. D'accord? Pour créer des listes très rapidement. Parce que s'il fallait mettre chaque donnée soi-même comme ça là, tu allais écrire 2, 4, 6, 8 jusqu'à 18. D'accord, tu allais prendre beaucoup de temps. Ou avec ceci, imaginez avec les 1000 données que je viens de créer ici. D'accord, imaginez ici, il fallait taper ça à la main, c'est très long. Donc, ça, c'est un raccourci qui permet de créer une liste très rapidement en une ligne comme ça. Vous voyez que vous avez écrit juste ce petit bout de code ici pour avoir toutes ces données ici. D'accord. Donc, maintenant, on peut complexifier les choses. Si on a une autre forme, par exemple, on peut ajouter une condition. Il faut in iterable avec if condition après. Donc, ici, par exemple, au lieu d'avoir 2 i, on va juste dire i1. Ou on peut dire 3 i. Et on part jusqu'à 20. Bah, ça fait x3. Donc, on va voir ce que ça donne. D'accord. Donc là, ça va faire x3 pour chaque chose. Donc 1 x 3, 3. 2 x 3, 6. 3 x 3, 9. 4 x 3, 12, ainsi de suite. Maintenant, je crois qu'il y a les nombres pairs ici. Non, les nombres pairs, on a 6, on a 12, on a 18. Voilà, on a des nombres pairs. Donc maintenant, je peux ajouter une condition ici. Je mets if i. Quand on fait le pourcentage 2 comme ça, c'est dit donne-moi le reste de la division par 2. Donc si le reste de la division est égal à 0, donc égalité, attention, si c'est égal à 0, donc si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est un nombre pair. Donc ça veut dire que dans notre liste, on aura uniquement les nombres pairs. D'accord. Donc dans cette rangée-ci de 1 à 19, ça va faire x3 à chaque fois avant de créer la liste. Et ça va vérifier si c'est divisé par 2. Donc si c'est pair avant de créer la liste. D'accord. Avant d'inclure chaque donnée dans la liste. Donc si on vérifie. Voilà, vous voyez que ça a réduit la liste. Parce qu'on veut uniquement les nombres pairs. Vous voyez que si c'est pair, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. D'accord. Tout le reste, c'est le nombre impair. Donc vous pouvez ajouter des conditions. Bon, je vérifie le time parce que voilà, j'ai déjà dépassé. On va juste terminer avec comprehensive. Enfin, on doit terminer parce qu'il n'y a plus beaucoup. Donc ça c'était pour l'autre forme. Vous pouvez faire des tableaux, vous pouvez faire des multidimensional correlation list, comprehension list. Donc ici c'est i fois j for i in range 0, 10, d'accord. Maintenant il y a un autre for ici pour j, parce que ici on a dit i fois j, d'accord. Donc là dans un premier temps on va traiter d'abord le i, c'est pour ça qu'on aura le premier for ici. Maintenant ça est encapsulé dans un comprehensive, parce que ça forme comprehensive, d'accord. Maintenant on aura pour le j, on va traiter le j va être dans le compréhensif total, d'accord. On aura l'occasion peut-être de revenir dessus plus tard. Donc on peut juste faire rapidement un test pour voir ce que ça donne dans les terminales. Je vais coller juste comme ça et je vérifie multiliste. Voilà, vous voyez, en fait ce que ça fait ici, c'est que comme on a dit i fois j, d'accord, donc ça va prendre pour chaque donnée qui est dans cette rangée ci, d'accord, ça multiplie par chaque donnée là-bas. Donc ça prend d'abord toutes les données ici, ça multiplie par la première ici, toutes les données ici, ça multiplie par la deuxième. Donc on aura 0 à 10 multiplié par 0, c'est pour ça qu'on a un tableau 0 ici. De 0 à 9, pardon, de 0 à 9 ici aussi pour 1. Donc c'est pour ça qu'on a 0, 1, 2 jusqu'à 9.
0 jusqu'à 9 ici pour 2 maintenant. C'est pour ça qu'on a le nombre pair ici, parce que ça fait x2. Ainsi de suite, x3, x4. Donc c'est pour avoir les trucs comme ça. Un tableau multidimensionnel, d'accord. Une liste multidimensionnelle. Dans tous les cas, on va revenir sur cette structure là aussi, plus tard. Ça c'est la structure triangulaire. Donc en gros, ça va créer des tableaux à l'intérieur qui vont croître au fur et à mesure. D'accord. Donc là, je copie rapidement parce que on a dépassé le temps. Donc je vais, voilà, ça c'est triangulaire parce que le tableau est d'abord petit et puis au fur et à mesure ça devient plus grand en avançant. Donc c'est pour ça qu'ici on a un range de 0 à j plus 1, d'accord, parce que j aussi évolue et le tableau aussi dépend de j, d'accord, il dépend de j. Donc la taille du tableau aussi ça va être de 0 à j. Donc le premier c'est 0 à 0, donc à 1 parce que c'est plus 1. Donc de 0 à 1. Ensuite on a de 0 à 2, de 0 à 3. Donc le tableau, la taille du tableau est modifiée parce qu'il dépend de j. Vous voyez que ici on a d'abord la taille de 1, taille 2, taille 3, taille 4, ainsi de suite. Et maintenant on va faire i fois j pour chaque donnée. Donc comme on va de 0 à 1 ici, maintenant on fait fois le j là, donc qui est 0 d'abord. Ensuite quand on a 1, d'accord, on fait fois 1, donc c'est pour ça qu'on a 0 et 1. Ensuite on fait fois 2, c'est pour ça qu'on a le nombre pair, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc ça c'est la structure triangulaire. Et on a la structure ternaire, là c'est pour avoir juste les, quand c'est la matrice, quand on a la matrice, on appelle ça comment, la matrice identitaire qui a les 1 uniquement sur la diagonale. Donc il faut aller chercher ça, vous lisez ça bien ici, vous pouvez aller chercher par rapport à ça. Donc dictionaries, dictionaries easy to remember which index. Donc là c'est pour avoir les paires clés valeurs, donc comme tout à l'heure, mais cette fois c'est avec la collade, d'accord, qu'on crée les dictionnaires. Donc du coup on peut créer un dictionnaire comme ça là avec ah oui, comme ça, name comme clé, et les clés peuvent être de n'importe quel type, d'accord. Ça peut être des strings, ça peut être des nombres, ça peut être même les floats. Donc ça c'est la clé et la valeur sera quoi? Ça sera mon nom par exemple, mon prénom Alex, et on peut avoir age, l'âge, je vais pas donner mon là, et puis je vérifie, vous voyez, c'est clé valeur, donc on a name, c'est Alex. Donc pour accéder c'est comme pour l'autre, on fait avec la clé, d'accord. Si je dis name, d'accord, qui va le bon, comme ici on a name, peut-être, ah oui, j'ai mis des espaces ici, je pense bien. Pour accéder, c'est censé être dict, c'est dict.name peut-être, non, dict. Bon, je vais essayer dict age. Donc bon, je fais dict par exemple de 0. Bon, je vais tester avec mon exemple.
Je crois que c'est à cause des espaces là après le 2 points. Donc je vais... Ah ouais, bon, c'est parce que je dois mettre toujours un string. Ah ouais, je dois mettre un string. Donc, l'indice ici, là, vous devez toujours préciser que c'est un string, d'accord? Si c'est un string. Donc, je vais reprendre par exemple mon dict ici. Je mets dict, je vais le name. D'accord. Ça me donne Alex, d'accord? Si je dis dict, dict, age, ça me donne 15. C'est tout. Maintenant pour les pop et etc. Donc pour retirer les valeurs, c'est pareil. Hein. Je fais pop. Ah oui, pop, je dois donner obligatoirement un argument ici. Pop. Ah oui, un argument qui existe. Je vais retirer par exemple le nom. Ça. Voilà, ça me retourne Alex parce que j'ai retiré le name dans dict. Donc si je check ici, il reste age. Donc c'est à peu près tout. On dit ne pas abuser de l'ajout et il faut pas l'abuser du fait d'ajouter et de retirer des valeurs et des clés ici. Et la dernière chose, c'est on a les fonctions keys, values et items. Donc, si je fais dict, d'abord je vais ajouter d'abord le name, deux points, j'ajoute, je mets Alex. Et il faut faire attention, tout à l'heure j'ai eu une erreur parce qu'il n'y avait pas mis l'espace ici, après le deux points. C'est ça qu'imaginez. Append. Bon, je crois qu'il y a un autre syntaxe, hein, mais vu qu'on a dépassé le temps, je vais juste recréer. Recréer mon dictionnaire comme avant. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais dict.keys. Là, ça me donne tous les clés, d'accord. Les clés, c'est ce qui permet de retrouver une donnée name et age. Et le rôle en fait du dictionnaire, c'est de pouvoir retrouver facilement une donnée, parce que dans les autres structures, on n'avait pas l'index comme ça, d'accord. On n'avait pas l'index, on n'avait pas de clé. On utilisait les index 0, 1, 2, 3. Ici, on a une clé qui a une signification, d'accord. Et les dictionnaires, ça a son avantage. Donc là sont les clés, on a la clé du nom et l'âge, d'accord. Et puis on peut avoir aussi dict.values, donc ce qui est à l'intérieur. Voilà, c'est Alex 15. Et dict.item. Item c'est tout en fait. Item c'est ça, chaque donnée c'est somme de paires clés, clé valeur, d'accord. Clé et valeur. Donc on peut utiliser une boucle for et dict par exemple. D'accord, il dit que print moi i.case, d'accord, et tu sais pas par, c'est pas avec avec la barre verticale, il dit i.value comme ça. Donc je crée mon propre affichage. Ah oui, for dict, je dois mettre ça parce que c'est pas là, c'est un string, d'accord. Ça affiche comme ça. Fonction, attention, fonction.
Ah oui, je peux pas faire ça comme ça parce que... Bon, en gros, les keys values item C, je dois plutôt utiliser ça de cette façon. Indic.keys, si je veux les keys uniquement. Encore, je vais faire afficher. D'accord, bon, c'est pas vraiment très intéressant, sauf dans certains cas, mais bon. C'était tout, on a vraiment largement dépassé, on a atteint les 2 heures. Je vais essayer de réduire, couper certaines parties, peut-être là où j'ai beaucoup bégayé. Comme j'ai dit, c'est 1h45 max que je me fixe souvent. Donc. C'était tout pour cette vidéo. Donc on a fini avec la partie sur les structures basiques en Python, d'accord. Ce sont les structures d'un peu de haut niveau, d'accord, mais en Python c'est basique parce qu'il y en a d'autres. C'est ce qu'on utilise le plus en tout cas. Donc dans la prochaine vidéo, je crois qu'on doit entamer sur les... Il y a une petite partie sur les objets, on va expliquer un peu les objets, mais jusqu'à là ça sera pas vraiment profond. D'accord, mais on va quand même essayer d'expliquer. Et puis il y aura aussi notre partie sur les choses supplémentaires à savoir avant d'entamer maintenant la partie sur les algorithmes appliqués dans les structures de données. Parce que c'est aussi une partie très importante. Comme je crois que j'ai eu à dire ça dans la première vidéo, c'est une partie à part entière, d'accord, algorithme. Vu que j'avais divisé en 3 parties, introduction, ça, nous sommes dans la partie... Non, il y avait la partie basic in Python, d'accord, les bases de Python. Là, nous sommes dans la partie des structures de données en soi même. Et puis, la troisième partie maintenant, c'est l'algorithme, les algorithmes appliqués sur ces structures de données là, d'accord. C'est aussi une lourde partie qui est très importante. Et dans tous les cas, on reviendra encore ça sur le C parce que c'est dans le C que je vais entrer vraiment en profondeur sur certaines notions. Ce fut une longue vidéo, donc ça sera un enfer dans le montage. Dans tous les cas, c'est un plaisir pour moi et on se revoit Yanakama. Moussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai...